Sénateur Francis, merci Madame la Présidente. Honorables collègues, j'aimerais commencer en reconnaissant que je prends la parole des terres régionales non cédées du peuple algonquin Anishinaabe. Ce faisant, je reconnais notre responsabilité collective non seulement d'honorer les contributions passées et présentes des premiers habitants de cette terre, mais aussi de protéger et de faire respecter leurs droits. Ces résultats ne peuvent être atteints que par un engagement sincère et des actions significatives, et c'est une chose dont nous devons tous nous souvenir dans nos délibérations. Aujourd'hui, je prends la parole à la troisième lecture de C5 qui est officiellement intitulée « Loi d'unification Loi de l'économie canadienne unique qui combine deux mesures différentes. Alors, premièrement, il y a le libre-échange qui permet d'éliminer les obstacles fédéraux à la libre circulation des travailleurs et des biens. Et il y a aussi la partie 2, Loi sur la construction du Canada visant à rationaliser l'approbation et la construction de grands projets. Avant d'aborder le fond et les implications des parties 1 et 2, je souhaite commenter le processus utilisé pour élaborer et bientôt mettre en œuvre ce projet de loi. Déposé le 6 juin par l'honorable Dominique Leblanc, ministre responsable des Affaires intergouvernementales et d'une économie canadienne unique, le projet de loi a été examiné et amendé par le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes pendant 2 jours, donc 12 heures au total, avant de faire l'objet de davantage d'amendements et de débats, avant d'être adopté par la Chambre des communes le jour suivant, le 20 juin. Alors que le projet de loi était encore à l'étude à l'autre endroit, le Sénat a autorisé un comité plénier à étudier l'objet de C5 pendant 3 jours consécutifs d'une durée totale d'environ 8 heures. Cette Chambre a en outre convenu de procéder au vote final au plus tard le vendredi 27 juin et maintenant la Chambre des communes est ajournée jusqu'au 15 septembre. Et la Convention veut que l'on s'en remette à ses souhaits. Donc, il semble presque acquis que cette Chambre s'empressera, elle aussi, d'adopter le projet de loi C5. Nous avançons à toute allure, apparemment sans frein, vers une date limite arbitraire du 1er juillet fixée par le Premier ministre. Pourquoi nous précipitons-nous sur un projet de loi aussi important qui mérite soin et attention? Nous avions la possibilité de ralentir. C'est le message qu'a clairement fait passer la présidente nationale Cindy Woodhouse-Nepinack la semaine dernière. Elle nous a demandé de prendre le temps de faire les choses correctement et nous a rappelé que c'est ainsi que l'on construit un meilleur pays, en écoutant, en travaillant ensemble et en ne précipitant pas la réconciliation. Chers collègues, l'utilisation d'un processus aussi précipité pour un projet de loi de grande envergure est potentiellement dangereux et préoccupant. Je n'ai rien vu de tel depuis ma nomination. À tout le moins, nous devrions être profondément préoccupés par le fait que notre accord collectif, même s'il n'est que tacite de procéder ainsi de cette manière, risque de saper la confiance du public dans notre institution. Nous avons tous été nommés dans cette Chambre pour examiner soigneusement et délibérément les lois adoptées à l'autre endroit. Notre rôle est de nous concentrer sur les intérêts à long terme de notre pays et de donner une voix aux groupes sous-représentés tels que les groupes autochtones. En ce moment, je ne peux m'empêcher de me demander si nous avons réellement assumé ces responsabilités, non seulement en principe, mais aussi en pratique. La vitesse à laquelle nous avançons sur ces 5 donne l'impression que nous ne sommes là que pour donner notre aval au gouvernement fédéral et non pour faire avancer et d'examiner et, si nécessaire, d'amender les propositions. Et lorsque nous ne parvenons pas à nous acquitter de notre devoir d'apporter un second regard objectif, nous pourrions avoir des conséquences involontaires. Ce ne sont pas des choses que nous voulons entendre et j'aurais souhaité ne pas avoir à le dire. Toutefois, il serait erroné d'ignorer les critiques qui sont adressées par nos actions ou notre inaction dans le cadre de ce projet de loi.
nous n'avons pas eu le temps d'examiner attentivement et minutieusement le contenu et l'impact de ce projet de loi. La semaine dernière, la chef nationale Woodhouse-Nepinack a déclaré à cette Chambre que l'Assemblée des Premières Nations a eu 7 jours pour faire part de ses commentaires sur une ébauche de projet de loi qui n'incluait pas les dispositions à proprement dire. Pendant ce temps, de nombreuses communautés étaient aux prises avec l'impact des incendies de forêt et autres crises aggravées par l'indifférence et la négligence du gouvernement fédéral. Et, en même temps, le président Nathan Obed nous a dit que l'ITK a eu un délai très court. Il est inacceptable que le Canada s'attende à ce que les peuples autochtones, qui sont souvent confrontés à des problèmes de capacité et de ressources, examinent et évaluent correctement l'impact de leur projet de loi lorsqu'on ne leur donne pas assez de temps ou la possibilité de comprendre l'impact. Les peuples autochtones, qui sont censés être respectés comme des partenaires égaux dans des relations de nation à nation, ont été complètement mis à l'écart sur une question qui pourrait avoir une incidence profonde sur le droit collectif. En revanche, le premier ministre Mark Carney et les autorités fédérales ont rencontré les premiers ministres dès le mois de mai pour discuter de la proposition d'accélérer les projets d'édification nationale. Nous n'en serions pas là aujourd'hui si les peuples autochtones avaient eu la chance égale de participer à l'élaboration et à la rédaction de la loi sur l'économie unique du Canada. Chers collègues, le Premier ministre et son gouvernement ont maintes fois affirmé que les électeurs dont font partie les Autochtones leur ont donné un mandat démocratique d'agir pour répondre d'urgence à une crise provoquée par les États-Unis, et cela comprend le pouvoir de s'octroyer des pouvoirs étendus et sans précédent à une vitesse fulgurante. Même si nous devions accepter la prémisse discutable qu'un tel mandat démocratique existe, n'est-il pas risqué et téméraire de donner un pouvoir discrétionnaire aussi large à l'exécutif sans en comprendre pleinement les conséquences? Jocelyn Stacey, professeur de droit à l'Université de la Colombie-Britannique, a écrit dans une récente opinion: « Il se peut que nous vivions une crise mondiale, mais nous ne devrions pas permettre aux législateurs de renoncer aux procédures et aux garanties juridiques. » Fin de citation. Et je suis tout à fait d'accord. Les pressions économiques des États-Unis ne justifient pas la mise en place d'un système d'échange qui échange l'environnement au nom de la nécessité, ou qui sacrifie l'environnement au nom de la nécessité. Il est trompeur de penser qu'adopter ce projet de loi est nécessaire à une crise urgente. Cela ne veut pas dire qu'on peut sacrifier les garanties vitales au nom du profit d'intérêts politiques et corporatistes. Nous créons un précédent dangereux en autorisant au gouvernement d'ignorer le contrôle parlementaire avec une telle facilité. J'aimerais maintenant passer au fond de C5 et sur son incidence. D'abord, je vais expliquer pourquoi j'appuie la partie 1, loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, malgré quelques réserves. Et enfin, peut-être que c'est le plus important, j'expliquerai pourquoi je ne peux pas en toute conscience soutenir la partie 2, la loi sur la construction du Canada. La partie 1 de C5, la loi sur l'économie unique, vise à promulguer le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. Afin de réduire les obstacles au commerce et à la mobilité de longue date au Canada, le projet de loi propose de créer un cadre de reconnaissance mutuelle dans lequel un bien, un service ou un travailleur qui répond aux exigences d'une province ou d'un territoire serait reconnu comme satisfaisant aux normes fédérales, avec quelques mises en garde sur ce qui est considéré comme comparable. En particulier, l'exigence provinciale ou territoriale doit porter sur le même élément ou aspect ou servir un objectif similaire qui avec l'exigence fédérale correspondante. Actuellement, les exigences ne sont pas uniformes d'une province à l'autre et d'un territoire à l'autre, et cela crée des obstacles à la mobilité des professionnels, et cela empêche aussi les clients d'acheter librement partout au Canada. La loi sur le libre-échange de la mobilité du Canada, de la main-d'œuvre au Canada, pourrait, entre autres, contribuer
à harmoniser les exigences en matière de permis et de sécurité pour les chauffeurs, par exemple, ce qui permettrait d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre et réduire les coûts et améliorer les livraisons entre les provinces. De même, il pourrait supprimer les réglementations en double, réduire les coûts et renforcer la compétitivité dans le domaine du camionnage. En raison de l'impact continu des tarifs injustifiés imposés par les États-Unis sur certains produits importés du Canada et en particulier sur le domaine de l'automobile, de l'aluminium et de l'acier, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander à tous les niveaux du gouvernement de soutenir les travailleurs et les industries. Le cadre de reconnaissance mutuelle a été présenté comme une solution potentielle. En fait, la loi sur le libre-échange de la mobilité de la main-d'œuvre au Canada s'appuie sur les lois provinciales similaires. L'île du Prince-Édouard, par exemple, a adopté le projet de loi 15, la loi sur le commerce interprovincial et la mobilité, le 16 mai dernier, pour supprimer les restrictions en matière de commerce et de main-d'œuvre. Selon le premier ministre Rob Lance, ce projet de loi reflète la volonté de la province de participer dans l'équipe Canada. Il a déclaré que cela ouvrirait la voie à une collaboration étroite avec d'autres provinces afin de créer une économie nationale au lieu de 13 économies distinctes. Et à ma connaissance, l'île du Prince-Édouard a déjà signé des accords avec la Nouvelle-Écosse et l'Ontario, et il y en aura sûrement d'autres à venir. L'impact de la loi sur le libre-échange de la mobilité de la main-d'œuvre au Canada pourrait être important. L'année dernière, le Forum des politiques publiques a publié un document qui dit que l'île du Prince-Édouard est plus petite que les autres provinces et dépend donc des autres régions, notamment de l'Atlantique, et bénéficierait de l'élimination des barrières commerciales internes. L'île du Prince-Édouard pourrait voir son PIB augmenter de 16,2 %. Le Forum des politiques publiques a également cité les conclusions de 2021 des professeurs Trevor Thome et Jennifer Winter de l'Université de Calgary, et ils disent qu'il y aurait une réduction de 10 % des barrières commerciales interprovinciales qui pourrait accroître les revenus de l'île du Prince-Édouard de 1,8 % et augmenterait l'emploi de 2,6 %. Nous ne savons pas encore si cette croissance se concrétisera, mais si c'est le cas, ce serait transformateur dans une si petite province. C'est en raison de ces avantages économiques potentiels que je soutiens les objectifs de la loi sur le libre-échange de la mobilité de la main-d'œuvre au Canada. Cela dit, nous devons être prudents. Nous avons entendu à maintes reprises des affirmations selon lesquelles le retrait des obstacles commerciaux internes pourrait augmenter le PIB du Canada de 200 milliards de dollars par an. Mais cela pourrait être trop beau pour être vrai. Et c'est un argument qui a été avancé par le Centre canadien pour politique alternative qui disent qu'il y a des hypothèses problématiques. Ils disent que les affirmations concernant les obstacles internes au commerce sont largement exagérées et souvent formulées à un niveau très élevé, sans exemple spécifique ni intuition sur la manière dont la croissance serait améliorée par les changements de politique. Fin de citation. Alors, bien qu'il est juste de garder espoir et d'être optimiste quant au potentiel inexploité qui pourrait être libéré par cette loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, je crois qu'il faut être honnête avec nous-mêmes et avec le grand public. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les inquiétudes suscitées par la première partie de C5 qui pourrait être utilisée pour diluer les exigences fédérales plus strictes dans les domaines comme la protection environnementale et la sécurité des consommateurs ou créer une mosaïque de normes dans des domaines comme la construction et les transports. Par conséquent, il est extrêmement important que les parlementaires suivent de près la mise en œuvre de la loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada dès son entrée en vigueur. Nous devrons surveiller de près la manière dont le gouvernement exerce son vaste pouvoir réglementaire afin d'éviter un éventuel nivellement par le bas des normes destinées à protéger les personnes et l'environnement. Récemment, le Conseil canadien de la viande a mis en garde que C5 pourrait saper les normes fédérales en matière de santé et de sécurité et permettrait aux provinces de se substituer aux normes fédérales. Par exemple, remplacer les règles fédérales d'expression des viandes pourrait menacer l'exportation de viande rouge, car les partenaires commerciaux pourraient perdre confiance dans notre système national de sécurité alimentaire. L'importance de préserver la réglementation fédérale dans les domaines où il existe de graves problèmes de santé et de sécurité ne peut être sous-estimée.
La transition nécessitera un travail important. Il est névralgique que le fédéral agisse de façon intelligente pour éviter confusion réglementaire ou pour éviter délais qui pourraient miner la santé canadienne. Chers collègues, j'aimerais maintenant parler de la partie 2 du projet de loi qui vise à favoriser la croissance économique en accélérant la procédure d'approbation pour un grand nombre de projets qui pourraient faire avancer les intérêts nationaux du Canada. Quand on parle de projets, on pense à des oléoducs, des mines, des chemins de fer et d'autres développements et d'infrastructures à grande échelle. Pour répondre aux pressions économiques créées par les États-Unis et d'autres pays, le gouvernement fédéral cherche à faire en sorte que les examens fédéraux ne soient plus axés sur la question de savoir si ces projets devraient être mis en œuvre, mais plutôt de savoir comment les faire avancer le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de fournir aux investisseurs et aux promoteurs des délais et des résultats plus clairs et plus prévisibles. En vertu de la loi, des pouvoirs sans précédent seront accordés au cabinet fédéral et en particulier à un seul ministre. Les projets déclarés dans l'intérêt national seront approuvés en principe avant que les études d'impact ne soient conclues ou que les consultations ne commencent. Cette approche simplifiée réduirait le processus décisionnel fédéral et le ferait passer de 5 à 2 ans. C'est un délai qui n'est pas inclus dans le texte du projet de loi. Rien ne garantit que ce processus sera plus court ou plus long que ce qui a été suggéré. La semaine dernière, la Chambre des communes a fait plusieurs amendements pour améliorer cette loi, dont beaucoup provenaient du Parti conservateur. Je voudrais mettre en exergue certains de ces amendements qui, selon moi, offrent plus de clarté et permettent une meilleure surveillance du public. C'est quelque chose qui était manquant auparavant. Le projet de loi a été amendé pour inclure une nouvelle obligation de créer un registre public centralisé accessible pour ces projets d'intérêt national qui doivent inclure une description détaillée, une justification, ainsi que les coûts prévus, les délais de parachèvement et les résultats escomptés. En outre, le ministre est désormais tenu de divulguer publiquement, dans les 30 jours suivant la délivrance d'un document d'autorisation de projet, des informations détaillées sur les conditions, les raisons sous-jacentes, le processus et les recommandations ayant motivé la décision. S'il y a des recommandations qui ont été rejetées, le ministre doit inclure une justification accompagnée d'une analyse comparative, d'une évaluation des risques du projet et des mesures d'atténuation proposées. C'est des mesures complétées par des amendements qui élargissent le mandat du comité chargé de l'examen qui fera rapport 2 fois par année sur cette loi. Aussi, il faut un rapport annuel sur les échéanciers et les budgets qui soient publiés en ligne et déposés devant les 2 chambres. En dernier lieu, le pouvoir discrétionnaire des exécutifs a été désormais limité. On ne peut plus profiter de l'exemption quand il y a prorogation, élection ou après 5 ans. Et aussi, il est également impossible de déroger ou d'exempter des projets de certaines lois fédérales, notamment la loi sur les Indiens, qui répond aux graves préoccupations soulevées par l'Assemblée des Premières Nations et d'autres partenaires. Ces amendements et d'autres amendements apportés par la Chambre des communes à la loi représentent une première étape d'importance. Toutefois, il reste encore des problèmes de fond à résoudre. Le premier problème, c'est que le projet de loi accorde des pouvoirs exécutifs élargis et sans précédent qui créent une nouvelle structure de gouvernance. Je vais mettre en lumière quelques exemples spécifiques. La première question, c'est comment on définit le terme « intérêt national ». À l'origine, le projet de loi présentait une liste de facteurs discrétionnaires qui pouvaient être pris en considération quand on a le temps de décider si un projet était désigné comme étant dans l'intérêt national. Il s'agit d'une formulation vague, faisant en sorte que cette détermination pouvait être vulnérable aux caprices du gouvernement actuel ou futur. La Chambre a adopté un amendement exigeant que le fédéral définisse et publie des critères précis pour déterminer ce que constitue un projet international dans les 15 jours
suivant l'entrée en vigueur du projet de loi. Si ce délai n'est pas respecté, le ministre responsable devra expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas respecté et donner un échéancier pour le respect de ces critères. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que le gouvernement fédéral a toujours le droit d'exiger, en fait, toujours le droit de définir ce que ça signifie ou de comment cela sera mesuré. En d'autres mots, c'est eux qui désignent qu'est-ce qu'on entend par intérêt national. As a result, there is a chance that En conséquence, il est possible que le gouvernement fédéral privilégie les avantages économiques au détriment des intérêts des peuples autochtones, au détriment de la lutte contre le changement climatique, au détriment de tout autre facteur. En particulier, je suis troublé par la perspective que le gouvernement fédéral est l'autorité finale pour déterminer quel projet d'intérêt national se trouve dans l'intérêt des peuples autochtones. L'exigence de définition des critères, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas assez, selon moi, pour empêcher tout abus. Oui, le fédéral devra éclaircir ce qu'il entend par l'intérêt des Premières Nations, ou des peuples autochtones plutôt. Mais nous ne sommes pas un monolithe. Et des fois, les peuples autochtones ont des intérêts divergents, voire aux antipodes. Et le fédéral a déjà plaidé que c'était dans l'intérêt des peuples autochtones et de leurs familles, de leurs enfants, d'établir des pensionnats pour autochtones. On parle ici d'institutions qui ont causé des torts irrémédiables à nos peuples. C'est un rappel qui donne à réfléchir sur les raisons pour lesquelles toute mention de ce terme nous rappelle que, dans le fond, c'est aux Autochtones de déterminer ce qui est dans leur intérêt, pas au gouvernement. N'importe quoi d'autre pourrait miner nos droits et nos voix. Ensuite, j'aimerais me concentrer sur la façon dont la loi sur la construction au Canada est appliquée et témoigne d'un péril général pour les droits des peuples autochtones. Cette loi met en œuvre une procédure d'approbation accélérée en 2 étapes. Premièrement, lorsqu'un projet est ajouté à l'annexe 1, il reçoit automatiquement toute approbation fédérale, sujet aux conditions mises en œuvre par le ministre désigné. Ensuite, les promoteurs doivent soumettre les informations nécessaires aux ministères fédéraux pertinents. Il est aussi exigé qu'il faille consulter avec les homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les peuples autochtones, dont les droits pourraient être touchés par la mise en œuvre d'un projet donné. Plutôt que d'avoir plusieurs ministres qui émettent des décisions disparates, c'est un ministre qui émet un document qui énonce les conditions. Lorsque le document est publié, une disposition permet au gouvernement de mettre en œuvre le projet lorsqu'il est déclaré comme étant dans l'intérêt national. Et ça, selon moi, c'est un grave problème. La loi visant à bâtir le Canada a été amendée à l'autre endroit pour exiger qu'il y ait la participation significative des peuples autochtones et aussi pour qu'un rapport soit publié dans les 60 jours suivant la publication ou le dépôt du document. Il s'agit d'un garde-fou qui n'existait pas auparavant. Toutefois, le projet de loi ne dit rien quant au seuil ou à la norme qui doit être atteinte pour que ce processus soit qualifié d'actif ou de significatif. Les exigences en matière de consultation dans C5 s'appliquent précisément aux peuples autochtones dont les droits peuvent être minés par les projets. Le mot « peut » ou « peuvent » permet au cabinet de déterminer si les droits sont touchés et c'est donc une possibilité. C'est un conditionnel, ce n'est pas une certitude. Il y a donc un manque de clarté quant aux conséquences et quant à la profondeur aussi des consultations. Aussi, il n'y a aucune garantie que les conditions seront pleinement respectées. Si le cabinet fédéral détient seul le pouvoir de déterminer si les droits sont touchés par un projet, qu'est-ce qui empêche le cabinet simplement de dire « ils ne sont pas touchés, vos droits ». On n'a pas de réponse à cette question.
aussi, nous ne pouvons pas garantir qu'il y aura de véritables négociations ou de véritables dialogues qui permettent de répondre aux doléances des titulaires de droit. Colleagues, under the Building Canada Act, Indigenous peoples have... Chers collègues, en vertu de la loi visant à bâtir le Canada, les peuples autochtones n'ont pas vraiment voix au chapitre. Peut-être pourra-t-on dire comment ce projet de loi ira de l'avant. La création de ce bureau des grands projets fédéraux qui sera, entre autres, responsable de la consultation des peuples autochtones. Et il y aura aussi ce conseil consultatif avec des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui relèveront de ce bureau. Mais ce conseil consultatif, toutefois, dont je viens de parler, n'est pas mentionné en toutes lettres dans le libellé de la loi. D'ailleurs, le mandat, la structure et les autorités dont jouissent ce conseil consultatif n'est éclairci non plus. Ce conseil consultatif autochtone pourrait-il offrir des conseils indépendants ou va-t-il simplement accorder son imprimatur au projet? On ne sait pas comment ça va se passer. Nous devons nous assurer que les droits des peuples autochtones soient respectés tout au long de la vie d'un projet. Mais est-ce que ce sera le cas? Nous ne le savons simplement pas. Chers collègues, il est problématique que cette approche simplifiée, en vertu de la loi, fasse en sorte que certains promoteurs décident de ne pas consulter de façon significative les peuples autochtones et qu'on n'évalue pas les incidences des projets sur les territoires et les droits des Autochtones. Pourquoi négocier quand on sait déjà quel est le résultat, dans le fond? Ce qui me préoccupe grandement, c'est que la loi visant à bâtir le Canada pourrait avoir de graves conséquences sur la médiation et l'atténuation. Et c'est pas optionnel, c'est partie intégrante du devoir de consulter, tel qu'affirmé par l'article 35 de la Constitution et tel qu'affirmé par la Cour suprême du Canada. Ce devoir signifie qu'on ne fait pas qu'écouter, il faut vraiment répondre aux doléances soulevées par les peuples autochtones liées au projet, surtout quand les incidences ou les conséquences sur les droits ne peuvent être niées. On ne veut pas qu'en vertu de la loi, cette consultation ne soit qu'une case à cocher. Parce qu'on ne veut pas que le droit de refus des peuples autochtones soit contourné. Le processus de consultation peut se faire après la désignation d'un projet, mais disons-le franchement, quand c'est rendu là, c'est que la décision a déjà été prise. Quelles que soient les incidences des projets, d'ailleurs, qui pourraient toucher les territoires et les peuples autochtones. Il en résulte que la loi visant à bâtir le Canada donne un chèque en blanc à tout projet avant qu'il y ait quelque évaluation que ce soit, technique, environnementale, etc. De plus, la loi visant à bâtir le Canada inclut ses pouvoirs dits de Henri VIII. Les dispositions 21 à 23 permettent à l'exécutif d'exempter sélectivement des projets de loi et de règlement durant le processus d'approbation. Selon moi, c'est un précédent dangereux dont on doit se méfier. Le 18 juin, un représentant de West Coast Environmental Law nous a dit que, dans le fond, cette disposition fait en sorte que le principe de décision éclairée ne vaut plus rien parce que ça permet au cabinet de prendre des décisions avant toute évaluation environnementale. Pour plus d'un demi-siècle, la façon dont nous avons pris des décisions en ce qui a trait au projet d'envergure au Canada a respecté le principe selon lequel il faut étudier avant d'agir. Mais le projet de loi C5 met à mal ce principe. Dans le fond, le projet de loi permet au cabinet de décider et ensuite de se demander qu'est-ce qui arrive maintenant. Je paraphrasais d'ailleurs un témoin là, qui a comparu la semaine dernière. Même témoin qui disait que cette approche qu'on a respectée pendant des décennies ne sera plus respectée, sera jetée au rebut. C'est comme bâtir une maison et ensuite appeler l'ingénieur pour savoir si c'est sécuritaire. Les pouvoirs de style Henri VIII ouvrent la porte à l'abus du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. Dans les faits, lorsqu'on joue d'un pouvoir, on veut l'exercer. Ces projets, ou plutôt ces pouvoirs, pourraient être exploités par l'industrie ou d'autres intervenants, même si le ministre dit qu'il
ne croulera pas sous la pression, parce qu'il va toujours avoir de la pression pour bâtir plus vite et à moindre coût. Donc, la loi visant à bâtir le Canada risque de réduire la loi sur la protection de l'environnement à une simple case à cocher et la consultation autochtone à une arrière-pensée. Et voilà qui devrait nous faire prendre un pas de recul. Durant le comité plénier le 17 juin, le sénateur Klein a posé une question au professeur de droit de l'Université de Dalhousie, qui se disait préoccupé par le fait que le projet de loi C5 donnait au fédéral le pouvoir d'élargir, en fait, de miner les protections environnementales protégeant les personnes, la faune et la flore. Il a dit, ce témoin, si le gouvernement ne veut pas utiliser cette disposition, pourquoi se donnerait-il le pouvoir? De plus, le professeur Oshinsky a fait le parallèle avec le projet de loi 5 de l'Ontario et le projet de loi 15 de la Colombie-Britannique, disant que c'était des précédents à ne pas copier. Et lors du même panel, M. Joshua Ginsburg, directeur d'Eco Justice, disait qu'il ne s'agit pas de petits écueils procéduraux. Il s'agit là de dispositions de fond qui existent dans certaines lois pour empêcher que l'on pollue l'air ou que l'on n'agissent de façon à mener à l'extinction d'une espèce. Et ces genres de protections ne doivent pas être écartés et balayés du revers de la main. M. Ginsburg disait aussi, à l'instar de son collègue, le professeur Oshinsky, qu'il ne voulait pas suggérer que le gouvernement agissait de façon malicieuse, mais que le gouvernement voulait agir rapidement, mais ce faisant, il avait peut-être été trop loin. Et que ce faisant, il empiétait sur les compétences du législateur. On nous dit, chers collègues, que ces pouvoirs vastes et potentiellement dangereux étaient en réponse à une crise. Mais qu'en est-il? La semaine dernière, pendant le comité plénier, le sénateur Cardozo a posé une question précise à l'honorable Chrystia Freeland, ministre du Transport et du Commerce intérieur. Quelle était la justification du fédéral pour se doter d'énormes pouvoirs? Elle a simplement dit que ces mesures extraordinaires étaient nécessaires pour répondre à ce qu'elle caractérisait de crise nationale. Cette crise mérite-t-elle vraiment de telles mesures? Je ne suis pas d'accord avec sa réponse. La ministre Freeland parlait de cette vague de patriotisme qui a été déversée sur le pays et qu'elle voulait créer cette économie unifiée d'un océan à l'autre. Mais étant donné la longue histoire de promesses brisées et de torts continus, la confiance n'est pas quelque chose que le Canada peut espérer des peuples autochtones. La confiance, il faut l'acquérir. On ne la donne pas comme ça. Et nos terres, nos vies, notre avenir est en jeu. Le fédéral a maintenu que les pouvoirs fédéraux conférés en vertu de la loi visant à bâtir le Canada seraient toujours limités par les obligations constitutionnelles et juridiques qui découlent de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et par la DNU-DPA et la loi mettant en œuvre la DNU-DPA. Toutefois, ces engagements ne se retrouvent pas énoncés comme tels dans le projet de loi. Et des paroles veulent dire bien peu lorsqu'il faut encore plein de décisions des tribunaux pour faire valoir les consultations. L'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, le disait récemment. Les Premières Nations ne se laisseront pas berner par des belles paroles. Les peuples autochtones ont d'expérience appris que les paroles ne suffisent pas en ce qui a trait à la relation avec le fédéral. C'est quelque chose que le président Obed a dit lorsqu'il était là la semaine dernière. Il nous a rappelé que la faiblesse du Canada a toujours été de s'auto-congratuler d'être le champion des peuples autochtones et de la primauté du droit et du respect des droits des peuples autochtones, tout en agissant de façon fort différente dans sa loi et dans sa pratique. Je pense que cela ne
ne découle pas d'une simple ignorance, mais aussi de la décision par rapport aux droits de qui est respecté et lesquels ne le sont pas. Et des droits sont encore empiétés. Et c'est ce que disait le président Obed. En fin de compte, le respect des droits des peuples autochtones par la loi sur le bâtiment du Canada dépendra du sérieux avec lequel le gouvernement fédéral et les promoteurs de projets choisiront de faire respecter ces droits dans la pratique. À l'heure actuelle, on nous demande simplement de croire qu'ils le feront. C'est pas quelque chose que beaucoup d'entre nous ne veulent ou ne peuvent faire. OK. La loi sur la construction du Canada ne comprend pas d'obligation explicite d'obtenir un consentement libre, préalable et éclairé avant qu'un projet ne soit désigné comme tel. Pour être clair, le droit au consentement préalable, libre et éclairé implique le droit de dire oui et le droit de dire non. Ça ne veut pas dire un droit de veto, mais un engagement à mener des négociations authentiques avec les peuples autochtones en tant que véritables partenaires. Le fait de ne pas inclure le consentement libre, préalable et éclairé est un oubli important, surtout après que la Chambre des communes a ajouté un amendement exigeant explicitement qu'avant d'ajouter le nom d'un projet, disons, à l'annexe 1, le gouvernement fédéral obtienne le consentement écrit d'une province si le projet se situe dans son domaine de compétence exclusive. Il s'agit d'un double standard troublant qui appelle à la prudence. Alors, le consentement de qui et les compétences de qui comptent vraiment dans cette législation et qui continue d'être ignoré? Ce projet de loi confère potentiellement des pouvoirs plus importants aux provinces que ceux des peuples autochtones pour imposer des conditions empêcher la réalisation d'un projet. À l'heure actuelle, le préambule de la loi Bâtir sur le Canada mentionne l'article 35 de la loi constitutionnelle et la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Toutefois, l'obligation de consulter et d'accommoder le cas échéant ne sont pas concrétisées. Cela signifie que ces protections ne sont pas appliquées dans le cadre d'un programme d'action. Plutôt, ils sont mentionnés que dans les clauses considérant que, qui ne sont pas exécutoires. Nous aurions pu remédier à cette exclusion si nous avions eu le temps de consulter les ayants droit. Chers collègues, les enjeux ne sont pas seulement pour le Canada, mais pour les Autochtones et nos gouvernements. Cette loi supprime plusieurs garanties qui sont là pour nous protéger tous. Et nous craignons que le fardeau des approbations de projets précipités et obscurs, sans pleine participation au consentement, ne soit placé sur les épaules des peuples autochtones. C'est vraiment inquiétant parce que beaucoup de nos communautés sont déjà aux prises avec les impacts sanitaires, sociaux, économiques et culturels du développement passé. Et le projet de loi C5 pourrait exacerber ces problèmes. En même temps, il n'y a pas de garantie réelle que l'Union européenne, ou plutôt que cette loi partagera le fardeau avec les peuples autochtones. Il n'y a rien pour s'assurer qu'il y ait un partage de revenus et la gouvernance partagée en se basant sur nos terres et nos eaux. Bon, il y a un programme de garantie de prêts aux Autochtones qui a récemment été doublé, passant de 5 à 10 milliards de dollars, qui pourrait aider les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits à acquérir des intérêts économiques dans ces projets. Toutefois, cette possibilité ne remplace pas la nécessité d'un consentement préalable libre et éclairé pour le projet lui-même, ni ne garantit un contrôle significatif ou un pouvoir de décision une fois que le projet est en cours. Bref, la procédure simplifiée prévue par la loi semble plus préoccupée par l'optique politique et les échéances des investisseurs que par le respect de la compétence et du consentement. Chers collègues, je pourrais en dire plus. Cependant, je vais terminer par ce qui suit. La prospérité du Canada exige que les peuples autochtones aient la possibilité de participer de manière significative à la prise de décision et de participer à l'économie. Cependant, chaque fois que nous affirmons nos droits et nos titres, nous sommes considérés comme des obstacles ou des menaces. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Après des générations de marginalisation économique et de dépendance, les peuples autochtones ont plus intérêt que la plupart des autres à créer un pays plus juste et plus prospère. Tout ce que nous demandons, c'est que le Canada nous implique dès le départ en tant que partenaires à part entière et égaux. Plus que jamais, le Canada a besoin d'être uni et non divisé. Pourtant, c'est exactement ce que cette loi est en train de faire. Le processus et la mise en œuvre ultérieure de ce projet de loi n'ont pas respecté les obligations du Canada de s'engager avec les peuples autochtones de manière significative et informée. L'ironie, c'est qu'au lieu d'accélérer les projets,
la loi visant à bâtir le Canada est en train de les diviser et les ralentir. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral n'a fait qu'accroître les risques de conflits juridiques et sociaux, et cela ne fera qu'aggraver les retards. En conclusion, dans un article du Globe and Mail hier, on a demandé au Sénat d'adopter ce projet de loi et de s'assurer qu'il soit réécrit avec les peuples autochtones. On nous a dit que ce projet de loi va à l'encontre des engagements constitutionnels envers les peuples autochtones. Il s'agit d'un appel à l'action et on doit tous y répondre. Chers collègues, la partie 1 de cette loi édictant la loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada représente un changement majeur vers une économie nationale plus intégrée et plus efficace, mais la partie 2, la loi visant à bâtir le Canada, trahit l'engagement du gouvernement fédéral et du Canada à construire une relation renouvelée avec les peuples autochtones. C'est simple, la réconciliation et la prospérité ne sont pas des objectifs opposés, mais ils exigent le respect et le partenariat. Je ne peux pas en toute conscience soutenir un projet de loi qui marque un retour inquiétant à une dynamique paternaliste et coercitive. C'est pourquoi je voterai contre le projet de loi C5. Merci. Sénateur Prosper, vous avez une question et ensuite, Sénateur Klein. Vous avez aussi une question? D'accord, Sénateur Prosper. Merci, Madame la Présidente. Sénateur Francis, est-ce que vous accepteriez la question? Merci, j'ai beaucoup apprécié votre discours. Vous avez fait référence à un amendement récent à l'autre endroit qui dit que le ministre doit s'assurer que le processus est établi et qui permet la participation active et significative des peuples autochtones touchés. Et plus tard, vous avez dit qu'il est silencieux pour ce qui est des normes et du seuil pour les consultations. Pourriez-vous nous donner davantage de commentaires? Merci pour la question. Bon, j'en ai déjà parlé dans mes remarques. Il s'agit d'être des partenaires égaux à la table. Vous êtes un ancien chef, moi aussi. On a été à la table. Des consultations ont été discutées, mais ce n'était pas vraiment des consultations significatives. Et je pense qu'à partir de maintenant, ce qu'on dit, c'est que ce processus va trop vite. Il faut prendre notre temps pour que ce soit fait de la bonne façon. Le 1er juillet, c'est vraiment une date limite arbitraire. On a le temps de le faire comme il faut pour les Autochtones au Canada. Sénateur Klein. Merci. Est-ce que le sénateur accepterait une autre question? Je pense qu'on est tous d'accord que grâce à l'article 35 et les appels à l'action, les droits ont été établis. Et donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche un chef tribal ou un conseil de renverser le tout et de demander au gouvernement de venir à la table? On dit, voilà, ce sont nos attentes pour des consultations significatives, un engagement significatif. Voilà ce qu'on recherche. Donc, d'avoir une approche proactive. Alors, pour qu'ils puissent venir vous voir. Sénateur Francis? Merci, Sénateur Klein. C'est une bonne question. Je pense que c'est ça qu'il faudra peut-être faire. Il faudra être davantage engagé et dire nous sommes les ayants droit. On va s'asseoir, on va vous dire qu'est-ce qu'on pense de façon positive et significative. Les Autochtones partout au Canada ne sont pas contre le développement. Mais pour ce qui est de nos terres et nos territoires, puis je retourne chez nous à l'île du Prince-Édouard, on veut faire ce qu'il faut pour nos terres et avoir notre place à la table de négociation, d'être consultés de façon significative. Sénatrice Duncan. Sénateur Francis, est-ce que vous acceptez une question? Sénateur Francis, j'entends ce que vous dites pour ce qui est des consultations et j'entends ce que le sénateur Klein a dit aussi. Pour moi, ce qui est difficile en représentant le Yukon, avant d'arriver ici hier, je suis allée au Conseil des
Premières Nations du Yukon et on m'a dit là-bas que concernant le C5, l'Assemblée des Premières Nations ne parle pas au nom des Premières Nations du Yukon et que les ayants droit, donc les nations autogouvernées, ont été consultées et ont parlé avec le bureau du premier ministre. Donc, ils ont été consultés et à leur point de vue, le processus d'évaluation de développement, sénatrice Duncan, je dois vous interrompre. Le temps pour le débat est expiré. Est-ce que le sénateur Francis demande davantage de temps pour entendre la question et y répondre? Oui. La permission est accordée? Accordée. Merci, chers collègues, c'est apprécié. Je vais en arriver à ma question. Sénateur Francis, alors comment est-ce que je peux réconcilier cette information avec ce que j'entends ici, disons qu'il y a du soutien? Mais donc, il y a beaucoup de différences au pays. Et moi, j'entends le fait que les droits des Premières Nations sont protégés pendant les consultations. Sénateur Francis, merci pour la question. Je l'ai déjà dit dans mon discours, ce ne sont pas toutes les Premières Nations qui sont les mêmes au Canada. Et il y en a qui veulent que ce soit approuvé aussi vite que possible et d'autres qui veulent donner leur opinion. Mais ce qui est important, c'est qu'il incombe au gouvernement d'aller voir qui sont ces ayants droit et qui agit vraiment au nom des Autochtones au pays afin d'avoir des négociations significatives et des consultations avec ces groupes. Nous avons 634 Premières Nations au Canada. Ça ne compte même pas les Métis et les Inuits, donc c'est une tâche énorme, mais ce n'est pas impossible si c'est bien fait. Merci.